Afrique du Sud, selon certains médias, des négociations seraient en cours pour essayer de convaincre Jacob Zuma à démissionner pour laisser de l'espace à Cyril Ramaphosa, devenu le numéro 1 de l'ANC. Au Soudan du Sud, le gouvernement et le principal groupe rebelle se sont mutuellement accusés dimanche d'avoir violé le cessez-le-feu qui est entré en vigueur le même jour à 0h01 minute. Surprise de Noël au Tchad, Idriss Déby Itno a considérablement remanié son gouvernement. Changement remarquable, le nombre de ministres a été réduit de 37 à 24 pour des raisons économiques. Bonjour à chacun, bonjour à tous, vous êtes sur Sika et bienvenue dans cette édition. En Afrique du Sud, quelques jours après sa conférence nationale, l'ANC tente déjà de planifier la révocation de Jacob Zuma de son fauteuil de président de la République. Selon certains médias sud-africains, des négociations seraient déjà en cours pour essayer de le convaincre de démissionner pour laisser de l'espace à Cyril Ramaphosa, devenu le numéro 1 de l'ANC. Reportage. Quelques jours après la fin de la conférence nationale de l'ANC, les soutiens de Cyril Ramaphosa au sein du parti voudraient voir le chef de l'État sud-africain quitter son poste. Ils estiment que Jacob Zuma devrait partir dans un bref délai et des négociations selon la presse sud-africaine auraient même déjà débuté dans ce sens. Visiblement, Jacob Zuma semble de plus en plus encombrant pour le parti, ou du moins pour ceux qui détiennent actuellement la majorité au sein de la formation politique. Plongé dans une litanie de scandales de corruption, le départ de Jacob Zuma est désormais perçu comme une condition sine qua non pour conduire l'ANC à la victoire aux élections de 2019. La semaine écoulée, le président Zuma avait annoncé qu'il fait appel d'une décision de justice le forçant à mettre sur pied une commission d'enquête sur la corruption au sommet de l'État. Ce refus de Jacob Zuma de se plier à la justice est plutôt mal apprécié au sein de l'ANC, dans un contexte où Cyril Ramaphosa a promis de s'attaquer à la corruption au sein du parti. Au Soudan du Sud, le gouvernement et le principal groupe rebelle se sont mutuellement accusés dimanche d'avoir violé le cessez-le-feu qui est entré en vigueur le même jour à 0h01 minute. Ce cessez-le-feu est né d'un accord obtenu à l'issue de 4 jours de négociations entre le gouvernement sud-soudanais et plusieurs groupes armés à Addis Abeba en Éthiopie. Reportage. Le groupe rebelle de l'ex-vice-président Riek Machar a accusé les forces gouvernementales d'avoir lancé une attaque agressive contre leur position dans la ville de Biepayam dans le nord, ainsi que dans le comté de Yei dans le sud-ouest du pays. Pour sa part, le porte-parole de l'armée régulière a apporté un démenti formel en accusant les rebelles de graves violations du cessez-le-feu ailleurs dans le pays. Il a affirmé que les rebelles avaient attaqué un convoi de l'administration qui essayait de livrer des produits alimentaires et des salaires pour Noël dans l'état d'Amadi, dans le sud du pays. Le porte-parole a aussi accusé les rebelles d'avoir attaqué la police militaire à Awel East, dans le nord-ouest. Ces combats ont eu lieu après le nouveau cessez-le-feu signé jeudi dernier à Addis Abeba par le gouvernement et plusieurs groupes armés. L'accord obtenu à l'issue de 4 jours de négociations, placé sous l'égide de l'organisation régionale IGAD, prévoyait entre autres que les belligérants gèlent immédiatement leur position, garantissent la protection des civils et l'accès de l'aide humanitaire. Au Libéria, le vice-président Joseph Boakai s'est dit dimanche très confiant de l'emporter lors du second tour de l'élection présidentielle. Il sera face à l'ex-stade du football et sénateur George Weah. Les élections ont lieu ce mardi dans le pays. Les détails. À son arrivée à une réunion de campagne organisée par les représentants de la communauté Peul à la Pentictown Community, un quartier populaire de la capitale Monrovia, le vice-président du Libéria Joseph Boakai s'est dit ce dimanche très confiant de l'emporter mardi lors du second tour de l'élection présidentielle. La victoire est mienne. Oui, je le sais. Je suis très confiant. Prévu initialement le 7 novembre, le second tour a été repoussé au lendemain de Noël après le rejet de ses recours. J'ai dit que nous allons veiller à ce qu'aucun étudiant de ce pays ne reste assis sur le plancher pour apprendre.
qu'aucune voiture ne se coince dans la boue sur une route. Nous allons nous assurer de commencer à créer des emplois immédiatement en fabriquant nos propres meubles pour nos bureaux et nos biens. Un certain nombre de choses, ce sont celles-là qui vont être mises en place. Les bureaux de vote seront ouverts mardi de 8h à 18h GMT aux quelques 2,1 millions d'électeurs inscrits. Les premiers résultats sont attendus quelques jours plus tard. Pour rappel, arrivé en deuxième position lors du premier tour de la présidentielle le 10 octobre dernier avec 28,8% des voix, contre 38,4% pour George Weah, le vice-président sortant Joseph Boakai a contesté pendant des semaines ce résultat devant la Commission électorale nationale, puis devant la Cour suprême, arguant que le scrutin avait été entaché de fraude et d'irrégularité. Au Mali, cette fois, l'ex-président malien Amadou Toumani Touré est rentré dimanche à Bamako après 5 années d'exil au Sénégal depuis sa chute en 2012. L'homme qui a ces dernières années mené une existence discrète à Dakar, n'apparaissant presque jamais en public, retrouve ainsi la terre de ses ancêtres à la grande satisfaction de ses proches et ses sympathisants. Reportage. Amadou Toumani Touré a été accueilli avec sa famille par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur avant de déjeuner avec le président Ibrahim Boubacar Keïta à la résidence présidentielle. Vendredi dernier, la veille de son retour au pays, le président Keïta a, pendant la cérémonie de lancement de la Journée nationale des communes à Bamako, laissé entendre que le moment était venu de dire à Amadou Toumani Touré de revenir au Mali. Ce retour est un motif de satisfaction pour ses proches et sympathisants qu'il avait longuement réclamé. Pour nous, c'est à la fois un sentiment de satisfaction et surtout de devoir accompli. Parce que les conditions dans lesquelles le président Amadou Toumani Touré s'est exilé au Sénégal et compte tenu de la situation actuelle même du pays, je pense que c'est un signal très fort dans le cadre de la réconciliation nationale. Donc, vous voyez avec moi toute cette mobilisation autour. Ça donne espoir. Et quand il y a de l'espoir, les gens ils sortent. Tout le Mali est en joie. Mais récemment, sincèrement, au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a pu amener son frère avec lui, le chercher à retourner au pays. C'est cette joie que j'ai là où je suis. Général à la retraite, élu président en 2002 et réélu en 2007, ATT avait été renversé le 22 mars 2012 par des militaires qui l'accusaient d'incurie face à la rébellion dans le nord du pays. En avril 2012, il avait ensuite formellement démissionné, puis quitté le Mali pour Dakar, où il est resté avec sa famille jusqu'à son retour à Bamako. Surprise de Noël au Tchad, Idriss Déby Itno a considérablement remanié son gouvernement. Changement remarquable, le nombre de ministres est passé de 37 à 24, et ceci pour des raisons économiques. Reportage. Les mesures d'austérité que prône le gouvernement tchadien justifient la réduction dimanche soir du nombre de portefeuilles ministériels. Le président Idriss Déby Itno a changé les titulaires de plusieurs ministères clés comme la sécurité publique, les affaires étrangères, la justice et les finances. En tout, 18 ministres quittent le gouvernement et d'autres y font leur entrée. Par ailleurs, le ministère de la Sécurité publique devient le ministère de l'administration, de la sécurité publique et de la bonne gouvernance. Le secrétaire général de la présidence devient ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le portefeuille des affaires étrangères et de la coopération est confié à l'actuel ambassadeur du Tchad en Éthiopie. Qu'il vous souvienne, en novembre, Idriss Déby a annoncé un retour aux années avant pétrole. Le président s'adressait aux opérateurs économiques du parti au pouvoir. Il les avait alors appelés à investir dans le monde rural et oublier le pétrole. Aussi, avait-il indiqué que pour les fonctionnaires, il faut envisager la fin des augmentations de salaire. La mission pressante de la nouvelle équipe est donc de régler la crise financière que traverse le Tchad. Mais aussi, elle aura pour tâche de mener à bien la réforme qui permettra au pays de se doter d'une nouvelle constitution.
Un avant-projet de modification de la Constitution est d'actualité au Tchad. Ce texte s'inscrit dans le cadre d'une annonce de campagne du président Idriss Déby. L'ébauche du projet propose des modifications qui attendent d'être validées. Cependant, pour l'opposition, l'urgence n'est pas la modification de la Constitution. Au Brésil, le président Michel Temer a de nouveau appelé le Congrès à voter son projet de réforme controversée des retraites. C'était lors de son allocution de Noël retransmise sur les chaînes de radios et télévision. Le président brésilien défend mordicus son projet de rénovation. En référence à l'adoption mardi en Argentine d'une impopulaire réforme du système de retraite, Michel Temer a fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'une question idéologique ou partisane. Le chef de l'État parle plutôt de l'avenir du pays afin de garantir que les retraités d'aujourd'hui et ceux de demain puissent recevoir leur pension. Mais la dite réforme est entre le marteau et l'enclume, car réclamée ardemment par les marchés, décriée par la population et mal aimée jusqu'au sein de la majorité. La réforme des retraites est considérée comme l'un des grands chantiers de Michel Temer depuis son arrivée au pouvoir il y a plus d'1 an. Elle est considérée comme cruciale pour garder les déficits sous contrôle. Elle prévoit 40 années minimum de cotisation pour une retraite à taux plein et le relèvement de l'âge minimum du départ à la retraite à 62 ans chez les femmes et 65 ans chez les hommes. Mais les parlementaires brésiliens sont réticents à adopter une réforme impopulaire à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Mi-décembre, le Congrès a repoussé le vote à février prochain contre la volonté de Michel Temer. Ce dernier, âgé de 77 ans, a confirmé à plusieurs reprises qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle de l'année prochaine. L'un des malheurs ayant frappé de vendredi à dimanche les Philippines a laissé un bilan assez lourd. La tempête tropicale qui a balayé le sud de l'archipel, la catastrophe a provoqué inondations et glissements de terrain et a fait 240 morts selon un bilan donné lundi. Noël dans la tristesse aux Philippines. La tempête Tambin a frappé la grande île méridionale de Mindanao et ses environs. Mais l'île est généralement épargnée par la vingtaine de tempêtes tropicales qui frappent chaque année l'archipel. Cette fois, ce n'était pas la chance. 240 personnes y ont perdu la vie. Mais les sauveteurs sont toujours à la recherche de 107 personnes portées disparues dans l'ensemble de Mindanao, une île de 20 millions d'habitants. Environ 13 000 familles, soit au moins 52 000 personnes, ont passé Noël dans des centres d'évacuation, beaucoup ayant absolument tout perdu dans la tempête. Tambin a quitté l'archipel dimanche en s'éloignant au-dessus de la mer de Chine méridionale. Les tempêtes tropicales sont rares, mais pas inédites à Mindanao. Le typhon Bopha avait fait 1900 morts ou disparus en décembre 2012. Le typhon Wahi avait tué 1080 personnes 1 an plus tôt. Et enfin, Haiyan, l'un des typhons les plus violents à avoir jamais touché terre, avait frappé les îles du centre des Philippines en novembre 2013 avec des vents dépassant 315 km/h. La catastrophe avait fait plus de 7350 morts ou disparus et privé de logement plus de 4 millions d'habitants. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Sika. À très bientôt.